À la fin des années 70, il y en a une qui détonne dans le paysage de mannequins blonds aux allures sages de l'époque. Elle sera surnommée la James Dean au féminin car comme lui, elle s'est brûlé les ailes en plein vol. Son ascension a été aussi fulgurante que n'a été sa chute. Et pour cause, elle mourra prématurément à l'âge de 26 ans. Découvrez le destin tragique du tout premier top modèle américain. Aujourd'hui, la triste histoire de Gia Carangi. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sa success story commence en 1978. Gia a 17 ans. Elle a ce je ne sais quoi de terriblement moderne, sans compter cet indomptable caractère. Elle va de soirée en soirée, du haut de ses 17 ans, avec ses amis, tous fans de David Bowie et Blondie, et là où elle passe, on ne voit qu'elle, et c'est tout naturellement qu'un soir, en boîte, un photographe la repère. Il est subjugué et voit en elle un potentiel infini. Il lui demande d'aller sur la piste de danse pour qu'il prenne quelques clichés qui arriveront directement sur le bureau de Wilhelmina, la papesse du mannequinat à l'époque. Elle demande à rencontrer la jeune femme, et leur entrevue confirmera le coup de cœur de Wilhelmina, qui l'invite aussitôt à rejoindre son agence. Et c'est ainsi que Gia quitte sa Philadelphie natale pour emménager à New York. Et très vite, Gia explose. Nous sommes en 1978, et elle arrive au bon moment. Elle n'utilise pas les poses standards de l'époque, probablement parce qu'elle n'avait jamais suivi de formation, comme elle le faisait toutes à l'époque. Elle pose instinctivement, et sa gestuelle, qui paraît banale aujourd'hui, casse les codes à l'époque. Et elle sera reprise plusieurs années après par toutes celles que l'on connaît aujourd'hui, les Naomi et autres Claudia Schiffer. Et ces photos sont époustouflantes. Très vite, les plus grands photographes se l'arrachent. Francesco Scavulo, Richard Avedon, Chris van Wangenheim, et en à peine quelques semaines, elle est propulsée sur le devant de la scène et elle transcende la profession. Elle n'est pas jugée comme un simple cintre, sa vie passionne. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier mannequin qui passe du statut de modèle à celui de top modèle. Son destin est en marche, adoubé par la profession, et surtout par la grande Wilhelmina. Cette dernière, en plus de la propulser, lui donnera une attention quasi maternelle. Et Gia en a besoin, car c'est une écorchée vive. Elle souffrira tout au long de sa courte vie de l'abandon du domicile par sa mère quand elle était enfant. Mère qui se remariait l'année suivante seulement avec un comptable. Gia ne se sent pas aimée, sans parler des absences répétées de son père, accaparé par son travail. Et bien que née dans une banlieue aisée de Philadelphie, au début des années 60, elle manque cruellement d'attention. Elle sera très jeune, quasiment livrée à elle-même, alors adolescente. Elle allait de concert en concert avec sa bande de potes, de fête en fête, sous calude, et ce mode de vie la marquera profondément. Elle rejettera toute sa vie les conventions et par-dessus tout, l'autorité. Et même si elle sera très proche de sa mère avec le temps, rien ne semble combler cette blessure de l'abandon qui la consume depuis toujours et qui embrase ses relations. Et si cette Vénus des temps modernes a tous les hommes à ses pieds, elle s'en moque, et pour cause, elle aime les femmes. Elle rencontre à l'âge de 15 ans son premier amour d'adolescent, une certaine Sharon, qui elle a 20 ans. Mais quand sa mère l'apprend, elle ne cautionne pas, et elle pense que son orientation sexuelle est le résultat de sa toxicomanie. C'est ainsi qu'elle lui fera passer des tests toxicologiques, tests qui se révéleront positifs à la cocaïne. Elle a à peine 15 ans. Mais ça ne l'empêchera pas de collectionner les conquêtes féminines. Et bien que certains la pensent bi, ses deux seuls grands amours seront des femmes. Elle rencontrera d'ailleurs l'une d'elles sur un tournage photo, une certaine Sandy Linter. Elle est l'assistante du photographe star Chris van Wangenheim.
est donc en charge de maquiller Jia. Et ce jour d'octobre 1978, Jia pose avec 2 autres mannequins. Mais le photographe n'est pas emballé. Il leur dit de se mettre nus. 2 partent, mais Jia reste. Autant elle pouvait être extrêmement difficile en séance photo, autant il lui arrivait d'oser la nudité. Et c'est ainsi qu'elle pose nue, mais ça ne suffira pas. Il manque un je ne sais quoi pour le photographe, alors il improvise, se tourne vers son assistante et demande donc à Sandy de se joindre à Jia. Sandy hésite, mais finalement, amusée par la situation, elle accepte et ses photos resteront gravées à jamais dans les annales de la mode. Mais ça, Jia s'en moque, car en l'espace de quelques instants, elle vient de tomber sous le charme de Sandy. Et cette nuit-là, elles la passeront ensemble, sous les draps. Jia est amoureuse, mais elle a toujours eu un don pour aimer les hétéros, et pire que ça, Sandy était en ménage avec son petit ami de l'époque. Jia devient donc la maîtresse, et cette relation sera aussi passionnelle que conflictuelle, et plongera la jeune Jia dans l'extase comme dans le désespoir. Cette relation en pointillé continuera quelque temps avant que Sandy ne prenne ses distances. Mais Jia n'a pas vraiment le temps de se morfondre. Comment le faire quand on est réclamé aux 4 coins du monde? Et il n'y a pas que les photoshoots qu'elle enchaîne, elle enchaîne aussi les interviews. Car, encore une fois, c'est ça la différence entre un modèle et un top modèle. Sa vie passionne les paparazzis et surtout le monde entier. Elle est une star avant l'heure. Et encore une fois, elle sera copiée et encore copiée, tant dans ses mimiques, dans ses expressions faciales, que dans son style. Et oui, elle a un style assez particulier. Elle s'habille comme un James Dean, t-shirt blanc, veste en cuir, et même si elle travaille dans le monde de la haute couture, elle n'en a que faire. Elle est là, avec ses Converse, ses jeans à 10$, ses vestes en cuir, ce couteau à cran d'arrêt qu'elle balade partout avec elle. Et ce style à la garçonne inspire. Regardez par exemple cette photo. C'est l'une des photos de la pochette de l'album de la déjà cultissime Diana Ross. Eh bien, elle porte le jean de Jia, qu'un ami photographe lui avait tout spécialement emprunté. Mais ce succès fou et ce statut de sexe symbole n'arrivent pas à panser ses blessures d'enfance. Et le début de la fin arrivera le 1er mars 1981, à peine 2 ans après le début de sa carrière avec le décès de Wilhelmina. Jia en sera profondément bouleversée et s'enfoncera encore davantage dans la drogue. Et elle avait déjà commencé bien avant la gloire avec ses amis en soirée. D'ailleurs, dans les clubs qu'elle fréquente, rares sont ceux qui ne se droguaient pas. C'est l'insouciance du début des années 80 avec le fameux Studio 54 ou encore le Mud Club. Et si au début, elle prenait du calude ou de la cocaïne, au fur et à mesure, et comme bien d'autres à cette époque, elle passera à l'héroïne, qu'elle sniffe, puis qu'elle s'injecte. Et en véritable junkie, elle devient vite ingérable. Et ce côté indomptable qui avait tant plu commence à se retourner contre elle. Comme ce jour où, aux Caraïbes, en pleine séance, avec le cultissime Francesco Scavulo, eh bien la séance photo avait dû être annulée car Jia était devenue hystérique parce que sa drogue avait été jetée par mégarde, ou encore cette fois, ou trop shootée, elle s'est enfuie par la fenêtre des toilettes en plein shooting. Parfois elle s'endormait même en pleine séance. Et c'est ainsi que dès le début des années 81, les photographes ne veulent plus d'elle. Et très vite, les contrats se font de plus en plus rares. Sa dépendance à la drogue rendait des séances photos difficiles. On aperçoit même, sur une des photos du magazine Vogue, des traces de piqûres sur son bras. Et même Sandy, vous vous souvenez, Sandy Linter? Eh bien, elle s'est éloignée d'elle, car elle a compris que personne
Pas même elle ne pourra jamais combler ce sentiment d'abandon qui la consume. Alors, elle se sépare pour de bon, et Jia, elle, sombre encore davantage. Mais elle s'en moque un peu, trop occupée à s'enfoncer dans sa consommation de stupéfiants. Et c'est sa mère qui lui viendra en aide, après avoir moult fois manqué à ses obligations parentales. Elle la force à aller en désintox. Un programme de 21 jours. Elle rencontrera à cette période l'autre amour de sa vie, une étudiante du nom d'Elissa Golden. Mais aussitôt, Jia replonge. Alors, rebelote, elle retourne en désintox, mais sombre à nouveau. Surtout quand elle apprendra le décès de son grand ami, Chris Van Wangenheim. Il venait de périr dans un accident de voiture, et voilà qu'à l'automne 81, elle n'est plus que l'ombre du modèle qu'elle avait été, et très vite elle n'a plus d'argent, et elle a besoin de payer sa drogue. C'est ainsi qu'elle réussit, grâce encore à son ami Francesco Scavulo, à faire la couverture de Cosmopolitan, qui, chose rare à l'époque, décide de lui faire confiance. Mais ce sera la dernière fois. Elle a le regard vide, elle a l'air absente, et encore une fois, les maquilleurs n'arrivent pas à masquer les traces de piqûres, et dès 81, le monde de la mode ne veut définitivement plus d'elle, trop imprévisible. Et ce qui va définitivement mettre un terme à sa carrière sera son arrestation en Afrique pour possession de drogue. C'est donc ainsi, sous la pression de sa famille, qu'elle recommença une cure de désintoxication au Eagleville Hospital. Elle termine le programme après 6 mois et retourne dans sa ville de Philadelphie, suit des cours de photographie, de cinématographie, mais après 3 mois, elle abandonne et part vivre à Atlantic City. Et elle continue sa déchéance, se promenant dans des rues glauques, la nuit, à la recherche de dealers, mais un soir, elle fait la mauvaise rencontre. Celle d'un type qui se fout complètement de lui vendre quoi que ce soit. Il la veut elle. Et elle finit par être violée et tabassée. Et c'est ainsi qu'elle sera ramassée par les secours au petit matin, gisant inconsciente sur le trottoir. Et cet épisode tragique de sa vie ne manquera pas de faire la une de tous les journaux. Le public a toujours été friand de ces anges déçus, n'est-ce pas? Et encore une fois, elle part se réfugier chez sa mère pour reprendre sa vie en main. Mais il n'est pas si aisé de sortir de l'héroïne. Et elle fera encore ainsi des allers-retours entre désintox et vie normale. Elle sera tour à tour caissière, elle sera vendeuse, etc. Mais un jour, alors qu'elle se sent très mal, elle va à l'hôpital. Et le verdict tombe. Elle a une pneumonie, mais ce n'est pas tout. Elle a également cette maladie qui est apparue à l'époque, le sida. Et le sida, au tout début des années 80, terrorise la population, mais aussi le milieu médical. Quelle ironie du sort, elle qui avait été déjà bien avant terrifiée par cette maladie. Elle avait constamment peur de l'attraper. Et ses amis, certains de ses amis en étaient morts. Et à l'époque, on ne savait rien du sida, si ce n'est qu'on en mourait, et qu'on était extrêmement contagieux. Alors tout sidaïque était considéré comme un pestiféré, un lépreux avec qui il ne fallait surtout pas avoir de contact, ni même respirer le même air. Et c'est à cause de cette terrible maladie que beaucoup de services hospitaliers ont refusé de l'accueillir. Et quand elle a été acceptée, enfin, dans un hôpital, toute personne du service qui entrait en contact avec elle devait se vêtir de gants et de combinaisons. Imaginez donc. Et son état se dégrade rapidement. Elle passe ses journées sur un lit d'hôpital. Et elle se confiera à un proche et lui dira « Je suis sûre qu'un jour on fera un film de ma vie. Et si c'est le cas, j'espère juste que ce sera pas un téléfilm du lundi soir. » Et seulement quelques semaines plus tard,
le 18 novembre 1986, à l'âge de 26 ans, elle décède de cette terrible maladie. Elle sera enterrée le 21 novembre, dans l'intimité la plus totale. Pas une seule figure de la mode n'a été prévenue. C'était le choix de sa famille. Et son décès ne sera pas non plus relayé par la presse. Gia est morte auprès des siens, et c'est seulement quelques mois plus tard, quand il a appris sa mort, que son grand ami, le photographe Francesco Scavulo, a envoyé une carte de condoléances à sa famille. En tout cas, une chose est sûre, Gia a eu raison, il y a bien eu un film sur elle. En 1998, mais comme elle le redoutait, c'était un téléfilm médiocre intitulé Femme de rêve. Et si il ne brille pas ni par son scénario ni par sa mise en scène, ce film aura au moins eu l'honneur de révéler une Angelina jolie, littéralement époustouflante, et qui d'ailleurs sera auréolée d'un award pour sa performance. Et pour la petite histoire, l'enfant qui jouait Gia n'était autre que la désormais célèbre Mila Kunis. Dans cet épisode, vous l'avez constaté, le meurtrier est un peu différent. Mais à y regarder de près, il est silencieux. Il est là, quelque part, rôdant à la recherche d'une victime, terrifiant la population. Et cette histoire est aussi celle d'une femme qui a dû faire face à une terrible maladie encore méconnue à l'époque. Elle sera d'ailleurs l'une des toutes premières femmes célèbres à être morte du sida. Et sa relève sera assurée par une armada de mannequins qui n'a pas hésité une seconde à reprendre sa gestuelle, ses expressions faciales, son air sur papier glacé, et c'est ainsi que la vraie génération de top modèles que l'on connaît aujourd'hui émergera. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia ou encore Cindy Crawford, et cette dernière sera d'ailleurs surnommée à ses débuts Baby Gia à cause de sa ressemblance. Et vous savez désormais que ce n'était pas elles les premières. Il y avait eu avant l'extraterrestre Gia. Et comme le dit le slogan de son biopic, elle était trop belle pour mourir, mais trop sauvage pour vivre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.